Et à 8h34 sur Europe 1, la revue de presse. Avec Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie. Bonjour. Et bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, il y a l'enfer et le paradis. Ou plutôt les paradis artificiels. Libération le proclame. Droguez-vous avec modération. L'enfer, lui, est à peu près partout. C'est là que descend François Hollande, une de l'opinion sur les sondages. Jusqu'où tombera-t-il ? L'enfer des réformes impossibles, Le Monde, suppression des départements, valse face à la colère des élus locaux. L'enfer dans nos assiettes, aujourd'hui en France, vache folle, un scandale sans coupable. Et l'enfer qui se rapproche en Ukraine, Le Figaro, l'Ukraine passe à l'offensive contre les pro-russes. La Croix, Ukraine, l'escalade. Il y a des matins, Natacha, où l'on sent de la gravité dans les journaux, et c'est le cas aujourd'hui quand ils parlent de l'Ukraine précisément. De la gravité et le sentiment d'impuissance devant une situation qui s'échappe. À ce stade de radicalisation, écrit Jacques Camus dans La République du Centre, la ligne rouge a été franchie. Mais on sait depuis la Syrie ce que signifient les lignes rouges fixées par l'Occident, d'autant que Vladimir Poutine n'est pas Bachar el-Assad, même si Raymond Courreau écrit dans l'Alsace « Le président russe confirme ce qu'on savait déjà, son pays est une dictature ». Si personne, ajoute Dominique Garot dans La Charente libre, n'envisage sérieusement une confrontation directe entre l'OTAN et la Russie, que la guerre froide était parvenue à éviter, les risques d'embrasement et de contagion induits par les affrontements armés à l'est de l'Ukraine ne doivent pas être pris à la légère. Trop de haine, trop de délire nationaliste et ce nom qui revient sous la plume des envoyés spéciaux, Yougoslavie. Des discussions sur l'avenir de l'Ukraine sont prévues le 17 avril à Genève, rappelle Dominique Quignot dans La Croix. L'escalade de ces derniers jours est-elle destinée à donner à chaque partie une meilleure posture de négociation ? Alors sur le site Rajmag, on trouve un article traduit d'une revue mêlant football et politique internationale de la Russie et des pays de l'Est. Manuel Vett raconte comment le géant du gaz Gazprom a investi depuis quelques années dans le football à travers d'abord Saint-Pétersbourg et puis certains clubs allemands, au point que Vladimir Poutine a pu s'élever personnellement il y a quelques années contre le transfert d'un gardien de but de Schalke. Puis ce furent quelques autres, dont Chelsea avec une influence croissante et une puissance diffuse dans toute l'Europe. En fait, le football a toujours été une magnifique métaphore de la géopolitique. Le Figaro fait des comptes ce matin, des comptes de Jean-Marc Ayrault. Oui, alors que la plupart des journaux commentent les deux chiffres du week-end, 18 et 40, 18% d'opinion favorable pour François Hollande et 40 points d'écart avec son nouveau Premier ministre, le Figaro reparle un peu de Jean-Marc Ayrault qu'on avait très vite oublié, ou plutôt des primes de cabinet généreusement distribuées sous Jean-Marc Ayrault dans les différents ministères. Et là aussi, les chiffres ont leur importance. Dans les ministères les plus généreux, on distribuait 42 000 € par an et par personne, soit environ 3 500 € mensuels, sachant qu'en fait, les simples conseillers techniques touchent rarement plus de 1 500 €, ce qui ramène les primes à environ 5 000 €, voire 7 000 ou 8 000 pour la hiérarchie des cabinets. Plus étonnant, nous dit le journaliste Jean-Marc Leclerc, 10 ministères étaient plus généreux que Matignon lui-même dans ce jeu de jackpot. Chez Aurélie Filippetti, Sylvia Pinel, Marie-Lise Lebranchu, Manuel Valls ou Nicole Bricq, l'argent coulait à flot. Alors Michel Sapin, lui, était le plus économe, avec Arnaud Montebourg. Finalement, il est assez rassurant que ces deux-là soient restés à Bercy. Ce matin dans la presse, ce n'est pas vos vaches cochons, mais c'est chèvres, vaches et abeilles, une variante. Oui, ce matin, nos amis les bêtes sont partout, mais c'est pas forcément pour nous rassurer. Alors que le Parisien revient sur le scandale de la vache folle, dont le procès 20 ans après risque de se clore sur un non-lieu, alors qu'il nous raconte l'histoire de l'industrialisation à outrance pour la maximalisation du profit. Une tribune dans Libération nous explique pourquoi l'implantation obligatoire de puces électroniques chez les chèvres d'élevage, comme c'est déjà le cas pour les vaches, relève en fait de la même logique. Pas celle de la traçabilité, pour qu'on sache ce qu'il y a dans nos assiettes, mais celle qui permet de repérer automatiquement les animaux aux pies non conformes qui ne se prêtent pas à la traite mécanique, de contrôler la reproduction en obligeant les éleveurs à inséminer artificiellement les bêtes avec du sperme de mâles performant. Mais tout va bien puisque l'éleveur peut habiter à 30 km de son troupeau. L'ordinateur le bip en cas de problème. C'est formidable. Bienvenue à l'usine. Pendant ce temps, dans Le Monde, Stéphane Foucard nous parle d'une étude mesurant la mortalité des abeilles en Europe, dans laquelle les scientifiques se sont opportunément abstenus d'étudier le rôle des pesticides dans cette mortalité. En effet, il aurait été dommage de trouver quelque chose. Dans Le Monde, toujours, où l'on nous parle d'une découverte incroyable, ça s'est passé au large de Gaza, en Méditerranée. Mais oui, c'est une histoire absolument incroyable qu'il faut lire. L'histoire de ce sublime bronze d'Apollon datant de 4 ou 5 siècles avant Jésus-Christ et qui a été découvert en mer par un pêcheur de Gaza. C'était à l'été 2013. Depuis, le Hamas a fait disparaître la statue et chacun y va de sa théorie. Veut-il la vendre ? Mais à qui ? Le métal doit être traité rapidement pour ne pas se dégrader. Mais on n'envoie pas d'experts auprès d'un gouvernement qui n'est pas reconnu officiellement.
Alors, le dieu attend quelque part que la folie des hommes prenne fin. Autre illustration de la folie des hommes, on est toujours en mer, une autre forme de pêche. Oui, le journal 20 minutes vient aussi de nous raconter une pêche miraculeuse, et dans la lutte pour l'environnement, il y a encore du travail, notamment pour empêcher que la mer devienne une poubelle. Un pêcheur norvégien a ramené dans ses filets un cabillaud de 5 à 6 kilos. Alors étonné par la forme de l'estomac de l'animal, il l'a ouvert et il a trouvé un sextoy orange de 15 cm. Oui, le cabillaud, quant à lui, sera sans doute séché pour devenir de la morue, aucun rapport. Mais après Non. tout, il aura échappé aux farines animales qui nourrissent ses camarades poissons d'élevage et ça, c'est quand même tant mieux pour lui. Parce que ça donne au goût, c'est pas gagné. Mais bon. Merci Natacha Polony, la revue de presse tous les matins à 8h35 sur Europe 1.